suis Aurélie Palud, professeure au lycée Ozen à Toulouse et j'enseigne en prépa EC, ECG et ECT. Habiter le monde, c'est être familier avec un lieu, c'est avoir des habitudes dans ce lieu. D'ailleurs, habitare est dérivé de habere, avoir. Donc, habiter le monde, c'est penser le monde comme une maison, comme un lieu à soi. Habiter le monde, c'est d'abord penser la façon dont on veut aménager ce lieu à soi, dont on veut faire nôtre cette maison, cette terre. Donc, comment l'homme peut-il s'y prendre? Eh bien, par le travail, par la technique, par l'agriculture et l'industrie. Mais on se rend aussi compte que habiter le monde, pour l'homme, c'est imprimer une marque symbolique. C'est aussi créer des réseaux entre les habitats, c'est aussi donner une dimension spirituelle à ce monde. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment voulons-nous habiter ce monde? Voulons-nous l'habiter en conquérant, en parasite, en simple locataire? Et quelle maison voulons-nous léguer aux futures générations? C'est toute la question de l'écologie. Et d'ailleurs, écologie, c'est un terme qui est intéressant puisque ça vient du grec oikos, oikos qui veut dire la maisonnée. Donc l'écologie, c'est bien l'analyse de la façon dont on va habiter le monde. Je rappellerai seulement qu'à l'ère de l'Anthropocène, on a donc plusieurs possibilités pour habiter le monde. On peut l'entretenir, on peut l'enrichir, mais on peut aussi le détruire. Et on a un peu l'impression que, tel que nous faisons les choses en ce moment, on rend le monde de moins en moins habitable. On peut aussi s'interroger sur l'expression « habiter le monde en poète ». Cette expression, elle nous vient du poète allemand Hölderlin. Habiter le monde en poète, c'est d'abord célébrer sa beauté, c'est essayer de retrouver un émerveillement premier face au monde. On peut penser par exemple à Camus dans Nos, qui va célébrer le lien entre l'homme, le soleil et la mer. Mais habiter le monde en poète, c'est aussi peut-être trouver de la beauté là où on n'en soupçonnait pas. Alors bien évidemment, on peut penser à Baudelaire avec Les Fleurs du Mal ou Le Spleen de Paris. Pourquoi? Parce que Baudelaire va s'intéresser au monde tel qu'il est, avec ce qu'il a d'infâme, de laid. Autrement dit, il va transformer l'immonde, c'est-à-dire ce qui doit être exclu du monde, en objet poétique, et ce faisant, il va nous inviter à regarder le monde autrement. Une autre référence intéressante, ce serait Philippe Delerme, avec son recueil de poèmes en prose, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Ici, on a une belle illustration de ce que signifie habiter le monde en poète. Pourquoi? Parce que Philippe Delerme va s'attacher à des petits gestes du quotidien, à des petits instants, et il va dilater le temps pour nous montrer qu'en fait, il faut savourer chaque instant. Donc, finalement, habiter le monde en poète, c'est être attentif au présent et trouver les mots pour dire l'expérience du monde. Alors, cela fait émerger différentes questions. La première étant, la beauté du monde existe-t-elle hors des mots? Et finalement, le monde n'existe-t-il que parce que nous l'habitons? Donc on voit ici que c'est peut-être notre regard qui dessine le monde et c'est notre pensée qui construit le monde en tant que tel. Je devais recommander une œuvre sur la problématique habiter le monde, ce serait le roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Dans ce roman, Michel Tournier va réactualiser le mythe de Robinson Crusoe. Donc je rappelle que c'est l'histoire de cet Anglais qui s'échoue sur une île qu'il croit déserte. Pourquoi est-ce que c'est une référence intéressante? Parce qu'elle va brasser différentes approches, différentes façons d'habiter le monde. Dans un premier temps, Robinson va tenter de rendre le monde habitable. Donc pour cela, il va avoir une approche très technique, très pragmatique. Autrement dit, il va essayer de recréer la civilisation, c'est-à-dire qu'il va commencer par faire du feu, il va se créer un habitat, faire des provisions, essayer de cultiver la terre. Mais on voit aussi qu'il va essayer de
conférer une dimension spirituelle ou symbolique à son expérience. Il y a par exemple des lieux qui vont devenir hautement symboliques, la grotte ou la souille. Donc, à ce stade, Robinson a réussi à recréer, en quelque sorte, le monde, ou un monde habitable. Mais vient un moment où il va rencontrer Vendredi, et Vendredi a une autre façon d'habiter le monde. Donc on va avoir cette confrontation entre deux rapports au monde, jusqu'au jour où Vendredi, par une sorte de maladresse, va faire exploser, va faire voler en éclats l'habitat qu'avait élaboré Robinson. Donc on a ici une mise en scène de la façon d'habiter le monde, et puis sa destruction. À la fin du roman, Robinson va complètement modifier sa façon d'habiter le monde. Il va avoir une approche beaucoup plus poétique, beaucoup plus sensuelle peut-être du monde, et on peut le voir avec ce moment où Vendredi va transformer la peau d'un bouc en un instrument de musique et en un cerf-volant. Donc finalement dans le roman, on a les trois façons d'habiter le monde, à savoir d'un point de vue technique, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue poétique. Il y a deux citations que j'aime beaucoup. D'abord celle d'Erasme, « Ubi bene ibi patria », que l'on traduirait par « là où je suis bien, là est ma patrie ». Et puis une citation de Camus, « Le monde est beau et hors de lui, point de salut ». Donc deux façons de célébrer le monde et d'habiter le monde en poète. Cette question, effectivement, très contemporaine de l'écologie. La question, c'est de savoir comment nous voulons habiter le monde. Et il me semble que c'est une question qu'il faut se poser à deux échelles, à une échelle individuelle et à une échelle collective. À une échelle individuelle, habiter le monde, c'est se demander quelles traces nous voulons ou non laisser sur le monde. Mais parce que nous vivons dans un monde qui est celui de la mondialisation, eh bien, il faut sans doute penser ces questions à une échelle globale. Donc on a déjà un premier temps sur la façon dont nous voulons habiter le monde de façon à ce qu'il reste habitable. Et puis, habiter le monde, donc c'est aussi se demander s'il y aurait d'autres mondes possiblement habitables. Donc là, on peut penser au projet d'Elon Musk qui tente de coloniser Mars. S'il fallait faire référence à un film, je serais tentée de recommander Into the Wild. C'est l'histoire de ce jeune homme qui vient d'obtenir ses diplômes et qui va décider d'habiter le monde autrement. Il va l'habiter dans la contemplation, la solitude et le silence. Donc on voit ici qu'il va tenter d'habiter le monde dans la mesure où il va essayer de s'approprier des savoirs techniques. Il va notamment essayer de consommer des plantes. Mais ce qu'on découvre dans ce film, c'est qu'il y a une sorte de résistance de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il va comprendre que la nature est soit hostile, soit indifférente à l'homme. Et puis, deuxième aspect intéressant, c'est la leçon de ce film. Finalement, habiter le monde, c'est peut-être faire communauté. Il y a cette phrase finale, « Happiness is only real when shared », c'est-à-dire que le bonheur n'est vrai que quand il est partagé. Et ça me semble être une leçon très intéressante, dans la mesure où habiter le monde, ce n'est pas le faire de façon égoïste, c'est aussi partager cet univers que nous avons en commun. J'aurais tendance à envisager une question limite, qui est la suivante. Peut-on habiter le monde en voyageur? Parce que, d'un côté, on peut estimer que le voyageur n'habite pas le monde. C'est celui qui va parcourir le monde sans prendre d'habitude, sans s'ancrer dans un lieu en particulier. Donc le voyageur, c'est peut-être celui qui ne s'ancre pas dans le monde, qui n'habite pas le monde. D'ailleurs, Lévi-Strauss avait cette phrase très forte dans Triste Tropique, « Je hais les voyages et les explorateurs ». Autrement dit, il y a des façons de voyager qui sont des façons de détruire ou de consommer le monde plus que de l'habiter. Mais d'un autre côté, on peut aussi estimer que le voyageur est peut-être celui qui habite le mieux le monde. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui se sent partout chez lui. Donc là, on peut notamment penser à l'expérience qu'a menée Nicolas Bouvier et dont il rend compte dans L'usage du monde. Nicolas Bouvier a voyagé avec son ami peintre Thierry Vernet en Yougoslavie, en Turquie, en Iran et en Afghanistan. Et il a essayé vraiment d'échanger avec les populations locales, il a enregistré leurs chants traditionnels, il a vraiment essayé de s'ancrer
et de s'accorder ce qu'il appelle le luxe de la lenteur. Donc ici, on a quand même le cas d'un voyageur qui va habiter le monde et prendre le temps de savourer cette expérience.